l'invité de la matinale. KTO Radio. Vue d'Europe, la nouvelle aurait presque pu passer inaperçue. Le 23 décembre dernier, le Saint-Siège a nommé un représentant apostolique qui va résider à Hanoï, la capitale du Vietnam. C'est un pas significatif dans les relations entre l'Église catholique et le Vietnam. Quelle est la portée de cette décision? Nous en parlons avec Claire Tran, maître de conférence à l'université Paris-Cité et spécialiste de l'histoire de l'Asie du Sud-Est. Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin. Alors pour que les auditeurs puissent comprendre l'objet de cette nomination, en quoi est-ce important que le Saint-Siège ait un représentant qui vive et réside dans le pays ? Alors c'est un événement important en fait cette année 2023 parce que c'est la première fois depuis 1959 qu'il y a un représentant du pape qui réside à Hanoï. Il y avait un résident, un nonce apostolique qui était à Saigon, dans le sud du Vietnam, quand le Vietnam était divisé en deux, qui a été expulsé en 1975. Donc voilà, 2023, c'est une date importante. Et en fait, celui qui a été nommé, Marek Zalewski, est actuellement le représentant permanent, mais non résident au Vietnam, c'est-à-dire qu'il est en fait le nonce apostolique à Singapour depuis 2018, et donc le pape l'a nommé désormais résident. Voilà, et ce n'était pas le premier représentant non résident, puisque le premier a été nommé en 2011, Monseigneur Girelli. Donc c'est en fait le fruit de nombreuses rencontres entre le Vietnam et le Vatican depuis 2009. Et le fait que justement ce représentant apostolique vive au Vietnam, ça a surtout une portée symbolique ? Comme je vous le disais, c'est la première fois depuis plusieurs décennies qu'il soit présent. Et on peut dire que c'est le premier pays communiste en Asie qui a un représentant du pape permanent. Alors, je dirais qu'il y a un autre pays, c'est Cuba, puisque Cuba a un représentant, un nonce apostolique, même depuis 1975, et que les trois papes, depuis Jean-Paul II, ont été à Cuba. Donc ça, c'est un cas particulier. Mais pour l'Asie, c'est la première fois qu'il y a en tout cas pour l'Asie communiste, c'est la première fois qu'il y a un résident. C'est un pays communiste. Donc c'est ça qui est historique en réalité. Et j'imagine aussi, on imagine que ça montre un réchauffement des relations justement entre le Saint-Siège et le Vietnam qui a été entamé depuis plusieurs années et qui se concrétise peut-être aussi aujourd'hui. Oui, en fait, c'est le fruit d'un accord qui a d'abord été donc signé en juillet 2023, parce que le président du Vietnam, Vo Van Thuong, est allé à Rome et a rencontré le secrétaire d'État, Monseigneur Parolin. Monseigneur Parolin qui est chargé depuis plusieurs décennies des relations avec les pays communistes, notamment la Chine. D'accord. Et il connaît bien le Vietnam. Il y a été pour la première fois en 2004. Et Monseigneur Parolin est très apprécié des Vietnamiens. Donc c'est le fruit de nombreuses négociations. Et je dirais que c'est le fruit d'une évolution qui date de 1989. Si je peux revenir un petit peu en arrière. Oui, parce que vous avez notamment été au Vietnam en 1989, à un moment où le pays était quand même beaucoup plus recroquevillé sur lui-même. Oui, en effet, on voit une très grande différence entre la situation en 89 et aujourd'hui, puisque en fait 89 marque l'ouverture du Vietnam. Après 75, quand le Vietnam a été réunifié, c'est devenu donc un pays communiste sur la totalité du pays et très lié à l'Union soviétique en réalité, puisqu'il était déjà en conflit avec la Chine. Ils ont des relations compliquées et après l'occupation du Cambodge en 1979, le Vietnam a été mis au banc des nations. Donc pendant très longtemps, on va dire presque 15 ans, le Vietnam a été isolé. Et donc en 89, avec la chute du mur, etc., le Vietnam s'est trouvé dans une situation difficile et a finalement suivi le modèle chinois aussi d'ouverture. Et donc quand j'y suis allée, c'était vraiment le tout début. Et en réalité, c'est la visite de Monseigneur Etchegaray en juillet 89 qui va lancer ces
ces relations, et ça va se développer de plus en plus à partir de ce moment-là. Et c'est lié en fait à un contexte économique, parce que le Vietnam s'ouvre, parce que c'est une crise économique très dure, puisque les relations avec l'URSS deviennent difficiles. Et en fait, une des raisons, c'est la loi de Bill Clinton en 1998 qui lie toute relation économique avec la liberté religieuse. Donc les Vietnamiens veulent absolument s'ouvrir économiquement, avoir des relations avec les États-Unis, entrer dans l'OMC, c'est des raisons économiques. Hein. Et donc, comme les Américains sont vraiment très importants pour leur entrée dans l'OMC, eh ben, ils vont peu à peu, progressivement, avoir une situation religieuse meilleure, pas seulement pour les catholiques, hein, en général. Et en fait, ça va aboutir à comme je vous l'ai dit, à partir de 2009, à de nombreuses rencontres chaque année entre le Vatican et le Vietnam, tantôt à Rome, tantôt à Hanoï, et qui aboutit à cette nomination, d'abord, je vous ai dit en 2011, du premier représentant non résident, et aujourd'hui d'un représentant du pape résident. En 2024. Alors, lorsque le pape était en Mongolie début septembre 2023, les évêques d'Asie avaient été invités à s'associer à cette visite. Je cite un extrait du discours du pape devant eux et les catholiques de Mongolie. Les gouvernements et les institutions séculières n'ont rien à craindre de l'action évangélisatrice, de l'Église, parce que celle-ci n'a pas d'agenda politique à poursuivre, mais ne connaît que la force humble de la grâce de Dieu et d'une parole de miséricorde et de vérité, capable de promouvoir le bien à tous. Est-ce que vous savez comment ces propos ont résonné justement au Vietnam ? Est-ce que ça a, je pense, rassuré aussi peut-être les autorités ? Oui, je pense que ça a été la stratégie depuis le début de ces relations qui n'étaient pas, bien sûr, d'accord sur beaucoup de choses. Mais il y a vraiment eu une attitude du Vatican de dialogue. D'ailleurs, le pape a écrit une lettre aux Vietnamiens, c'était en juillet 2023, quand il a reçu le président du Vietnam, et il a insisté sur l'importance du rôle social de l'Église, de participer à l'édification du bien commun dans tous les domaines de la vie sociale. Ce sont ses mots. Et il a ajouté qu'il s'agissait d'être de bons chrétiens et de bons citoyens dans le cadre de la légalité. Donc en fait, voilà, il veut bien montrer que les catholiques ont vocation à être actifs dans la société au niveau social, mais on reste dans un pays communiste, hein, c'est le Parti communiste qui a le monopole du pouvoir, hein, et tant que les catholiques ne contestent pas cette réalité, voilà, les catholiques ont été, depuis ces, on va dire, 2 décennies, extrêmement actifs dans le milieu social et dans beaucoup de domaines. Je peux développer un peu plus si vous le souhaitez. Alors que vous parlez justement du rôle social des catholiques au Vietnam. Pour autant, je crois qu'ils ne sont pas très nombreux, ils restent minoritaires au Vietnam. Oui, alors les Vietnamiens, les catholiques vietnamiens représentent 7% de la population, c'est-à-dire environ 7 millions sur une population qui est de 97 millions d'habitants. Et donc, c'est une minorité, mais une minorité très active, et puis une minorité relativement importante. Si on compare avec la Chine, c'est 1%. Alors, le pays en Asie où il y a le plus de catholiques, c'est les Philippines, plus de 80%. Mais en réalité, bien que le Vietnam est le 5e pays le plus catholique en Asie, c'est en fait le 3e en termes de pourcentage, puisque après les Philippines, ce sont les Coréens du Sud, qui est un peu plus de 11%. Donc c'est une minorité très active, effectivement. Et quels sont les enjeux pour cette église, justement l'église catholique au Vietnam ? Quel est l'impact espéré de l'amélioration de ces relations diplomatiques concrètement pour les catholiques vietnamiens ? Alors, je dirais juste, pour revenir sur comment on est arrivé à ce résultat, c'est le résultat de 3 acteurs. Bien sûr, d'abord, la diplomatie vaticane, qui depuis 1989 a été très dans le dialogue avec le gouvernement vietnamien. L'action des Vietnamiens, comme je vous l'ai dit, qui, bon, au début, c'est des raisons économiques, mais finalement, ils y trouvent un intérêt aussi de montrer leur ouverture et de s'associer avec les catholiques dans leur rôle social. Et le 3e acteur, c'est l'Église du Vietnam. Hein, c'est pas l'Église locale est les mêmes, quoi. C'est l'Église elle-même. Ils sont en fait habitués depuis
on va dire 1954, et puis ensuite 1975, à être pragmatique et à dialoguer, essayer d'avoir une situation correcte pour les catholiques. Et elle s'est surtout développée, je vous l'ai dit, après 89. Et un exemple sur leur rôle dans la question sociale, c'est la réouverture de Caritas en 2008, qui a été très importante. Et depuis, les catholiques sont très actifs. Il y a régulièrement des catastrophes naturelles avec des typhons, des inondations. Les catholiques aussi sont très actifs dans la gestion des drogués, des malades du sida, les handicapés. Et par exemple, pendant le Covid, le rôle de l'Église a été très souligné pour les plus pauvres. Et donc, ça a été vraiment un élément qui a permis aux catholiques de se faire respecter par le gouvernement, de dire on est actif dans dans le domaine social. Et autre chose qu'ils ont su obtenir aussi, c'est une plus grande liberté d'enseignement pour le clergé. Quand j'étais au Vietnam pour la première fois en 89... l'aspect éducatif aussi. Alors, aspect d'abord éducatif pour les prêtres. Je voudrais dire pour les prêtres, oui. Pour les prêtres, puisque en 89, tous les séminaires étaient fermés. Et aujourd'hui, on a plus de 3000 séminaristes qui sont dans 11 séminaires dans tout le pays. On a à peu près 8000 prêtres et beaucoup de prêtres et de séminaristes vont étudier dans le monde entier. C'est un des pays en Asie où il y a le plus d'étudiants dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie aussi, aux Philippines, Taïwan. Donc on a une liberté d'études. Il y a même un institut catholique, entre guillemets, qui a été créé en 2016, qui forme principalement les étudiants à la théologie. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont loin d'être, qui peuvent être améliorées, et la présence du représentant permanent peut y contribuer. Et le pape François a parlé lors de ses vœux aux ambassadeurs le 8 janvier dernier de l'évolution positive des relations. On en parle depuis le début. De fait, qu'attendre durant cette année 2024 ? Donc justement, cette présence du représentant du pape peut être importante. Cette question de l'enseignement, justement, cette ouverture, c'est pour les prêtres, mais pas pour les écoles. Il faut savoir qu'en 1975, lors de la réunification du Vietnam, les catholiques, l'Église avait beaucoup d'écoles. Ils avaient 2 universités catholiques au sud et... beaucoup d'écoles primaires, secondaires qui ont été fermées. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir des écoles. C'est pas du tout le cas. Pour l'instant, il y a juste des religieuses qui travaillent dans les écoles pour les tout jeunes enfants, mais pas d'école primaire ni secondaire, et encore moins d'université. Donc ça va être un enjeu parce qu'il y a une demande. Donc, on espère aussi pouvoir développer ça un peu plus. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu non seulement les écoles qui ont été saisies par le gouvernement communiste, mais aussi des questions des biens de l'Église. Ça, c'est très compliqué. C'est pas seulement l'Église catholique, c'est beaucoup d'autres religions. Et donc ça va pas se résoudre très facilement. Et ce sera au cas par cas. Donc le fait que le représentant du pape soit basé à Hanoï va permettre de traiter les choses de manière concrète au niveau local, puisqu'il aura le droit de signaler auprès du gouvernement central des problèmes de ce type. Donc ça, ce sera important. Et je dirais une dernière chose, la visite du pape, il a été invité au moment de peu avant Noël par le président à venir au Vietnam. Ça, c'est un événement majeur, parce que les catholiques l'attendent depuis longtemps. Vous avez parlé des différentes visites du pape en Asie, en Mongolie, et donc à chacune de ces visites, j'étais en Thaïlande au moment où il est venu là, et il y avait des délégations de catholiques vietnamiens. Donc ça va être un événement important pour l'année 2024. Merci Claire Tran d'être venue en direct dans les studios de KTO Radio. Je rappelle que vous êtes vous étiez directrice à l'Institut de recherche de l'Asie du Sud-Est et maître de conférences à l'Université Paris-Cité, spécialiste de l'histoire de l'Asie du Sud-Est. Passez une bonne journée. Merci.